Salut les ballers! Ça y est, comme vous l'avez annoncé, on revient avec l'épisode 3e quart-temps de cette saison 2024-2025. On fait le point sur ce qui s'est passé sur ces 20 derniers matchs. Il y a eu pas mal de choses. La Ligue a changé de visage et on va faire le point juste après le générique comme d'habitude. Du coup, comme prévu, après le premier, le deuxième, c'est place au 3e quart-temps de cette saison 2024-2025. On va revenir sur ce qui s'est passé au cours des 20 derniers matchs, comparer un petit peu à ce qui avait pu se passer sur les 20 matchs d'avant. Là, c'est le retour de la mi-temps, on est frais. On est frais, on va avoir prolongation pour les playoffs, mais bon, exactement. On a mis un chasuble sec, on s'est essuyé de la glace sur les genoux et c'est parti pour la partie la plus speed de la fin de saison. Comme d'habitude, des petits points positifs, des petits points négatifs, mais aujourd'hui j'ai pas envie d'être positif. C'est vrai ? J'ai pas envie d'être positif. Ouais, je te laisse dans ta négative. On va commencer par quelque chose, on va faire rapide puisque on en a déjà parlé. Fin de saison pour les Spurs. Blessure de Victor, fin de saison pour Popovic, pas de retour. C'est la catastrophe dans le Texas, rien ne va plus. Ça, on est tous au courant, sauf si vous avez de nouveau éteint vos téléphones pendant 3 semaines, mais Wemby ne jouera plus, Popovic ne reviendra pas, les Spurs ont lâché l'affaire pour cette saison. Dommageable. On en a parlé plus longuement dans un épisode, si vous voulez aller le checker, Ouais. c'est sur notre YouTube. On vous explique comment aller chercher Cooper Flag et pourquoi il faut le faire. Déçu pour Wemby, déçu aussi pour on sait qu'il participera pas aux récompenses de fin de saison, etc. Et il aurait déjà pu commencer à écrire l'histoire de sa carrière. Ouais. Voilà, c'est dommage pour les Spurs. Après, de toute façon, une saison de plus ou de moins, entre guillemets, sans faire les playoffs, je pense pas que ce soit ça qui soit terrible. Ils ont encore un avenir, ils ont recruté, etc. Tranquille, préparez-vous et revenez plus fort l'année prochaine. Reposez-vous bien, je pense que l'année prochaine, ça peut porter sur comme une forte équipe. Si en plus ils réussissent une intersaison comme ils ont fait en trade deadline, pour le coup, c'est top. C'est clair. Positif, négatif, je te laisse faire un choix. Moi, je suis toujours positif. Tu vois. Un mec de la positivité. Non, je voulais parler un peu d'une équipe qu'on parle pas beaucoup et à juste titre. C'est comme on l'appelle ici, c'est le 3e quart-temps de saison. C'est les Blazers. Un peu post-All-Star et même un peu avant. Ils ont enchaîné 10 victoires sur 11 matchs. Et puis la défaite c'était contre OKC, donc c'est entre guillemets excusable. Voilà. Ils en ont fait 6 d'affilée. Franchement, c'est pour une équipe qui était considérée comme fond de classement à l'ouest et un peu comme les Wizards entre guillemets de l'Est. Donc content pour eux, Chauncey Billups arrive enfin à faire quelque chose. À voir. C'est qu'il nous faudra une place l'année prochaine. C'est ça. À voir sur le long terme. Ils ont des jeunes joueurs qui se montrent un petit peu avec Camara, choses comme ça. Donc, c'est clair équipe que si à suivre en devenir, même si, il n'y a clairement pas un truc extraordinaire, mais enfin, on a retrouvé un peu une équipe des Blazers depuis la descente aux enfers avec la fin de Aldridge, Tatum, etc. On a pu les retrouver, il y a eu plus ou moins presque une tentative de play. Batum, j'ai dit Tatum, mais je pensais Batum. Il me semblait que t'es... je pense que tu préfères qu'il soit au Celtics quand même. Ouais. Même si, bon, on considère que c'est un mauvais joueur, mais j'en reparlerai plus tard.
Dans cet épisode. Non, mais c'est clair que si tu compares les mois de novembre, décembre à janvier, février, c'est le jour et la nuit pour l'équipe des Blazers, et ça fait plaisir pour eux et puis pour les fans, parce que c'est jamais simple quand ton équipe est au fond du trou et joue jamais rien et que tu sais que tous les soirs tu vas te faire laver. Et puis quand c'est comme ça et que en plus tu surveilles même pas vraiment de prospects parce que tu as l'impression que les jeunes vont pas, alors que là tu vois Sharp et tout ça on retrouve un attrait, et franchement c'est bien pour eux. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de projet clair, on va dire, parce que comme Scoot pas de Anderson, projet même imminent, mais il y a eu une petite remontée qui les a rapprochés du play-in, et une nouvelle fois, nous on l'a déjà dit sur cette chaîne, où on était pour le play-in justement parce que ces équipes qui auraient été mises hors jeu d'elles depuis bien plus longtemps, depuis janvier, se sont dit là avec 10 victoires, je peux accrocher peut-être un play-off, même si on sait que c'est assez utopique dans leur configuration, mais mais s'ils vont chercher un match de play-in, tu vois, voilà. Ça peut déjà être bien pour eux, et clairement pour un effectif que t'attendais nulle part, donc voilà, je voulais mettre un petit accent sur les Blazers qu'on parle assez peu d'eux, et quand même à juste titre, mais les signaler qu'ils avaient une bonne période pendant cette troisième partie de saison, quoi. Sur la troisième partie de saison, clairement, il méritait d'être mentionné, on se devait de le faire, et c'est pas souvent qu'on en parle en positif, donc c'était bien de pouvoir le faire. Pour rester sur les points positifs, je pense que je vais enchaîner directement avec ça. J'aimerais bien qu'on parle des rookies français qui se portent bien. Tellement bien que sur les 2 derniers mois, on a eu une fois Alex Sarr qui a été élu rookie du mois, et le mois d'après, c'était Zachary Rizaché. À l'Est, c'était plaisant de les voir évoluer. Alex Sarr a signé des bonnes performances ces derniers matchs. Zachary Rizaché s'est senti un petit peu, je pense, libéré du départ de DeAndre Hunter, qui est parti aux Cavs. C'est bien. On sait qu'il y a ce qu'ils appellent souvent le Rocky Wall, etc. Je pense qu'ils l'ont pris un peu pour le coup. Enfin, oui, au début, mais par contre, en fait, est-ce qu'ils l'ont pris en début de saison ? C'est ça. Parce qu'ils ont été draftés assez haut, en vrai. Genre, je pense que pour eux, ça leur a fait du tort, contrairement à Wemby, parce que bon, lui, c'était entre guillemets un vrai premier choix de draft, pardon. Eux, c'était un peu à défaut. On sait que c'était pas une draft qui était extrêmement élevée. Très attendue. Ils ont été draftés premier, deuxième, etc. Donc ça leur a mis un peu de pression. Je pense que ça les a presque handicapés en début de saison. Et là, comme tu dis, sur la troisième partie de saison, on a des mecs qui ont réussi à faire des performances et même être élus rookie du mois en étant chez les Washington Wizards, ce qui est quand même une performance. Énorme. Donc non, c'est bien pour eux. Il a en plus signé un contrat avec Decathlon et tout. C'est j'allais dire, mentionner ce truc-là. En tout cas, c'est cool pour la France en général, parce que voilà, je pense qu'il a. Alors, je sais pas s'il a bien fait, etc. Et je connais pas les termes en détail de son contrat. Mais en tout cas, c'est mettre de nouveau en avant la France, etc. Et il aurait jamais eu un partenariat exceptionnel, ne serait-ce qu'avec les Nike, etc. Avec ou en Nike, tout cas pour Adidas, l'instant. je suis d'accord. Donc je pense que c'est un bon choix de sa part, et c'est un truc qui pourra lui faire que de la pub, en tout cas même ne serait-ce qu'en France, pour ceux qui suivent moi, vont pouvoir placer un visage sur le nom de Alex Sarr, et que de lui faire de la bonne publicité. Qu'on risque de retrouver cet été, en plus avec l'absence de Victor, potentiellement de Mathias Le Sort aussi, donc franchement c'est lourd, et je trouve ça stylé que, enfin tu vois, les moves récents de Decathlon qui ont signé Griezmann, qui avait Cordigné qui avait brillé pendant les JO justement en portant du tarmac, etc. Bah franchement je trouve ça chaud, et comme tu dis, bah ne serait-ce que se dire que tu as un joueur
donc en plus français, mais qui joue avec une marque française en NBA. Bravo aux deux, et je trouve ça lourd pour des mecs comme ça de pas négliger une marque comme Decathlon. Tu vois, comme le move de Griezmann, sans s'écarter du sujet du basket, mais de voir Griezmann signer là-bas alors qu'il était chez Puma avant, bah, je trouve que c'est lourd qui donne la force dans ce truc-là, et ça veut dire aussi que les produits sont de qualité, puisque les mecs... malgré tout, il faut qu'il y ait une vente de qualité, sinon ils auraient choisi autre chose, ne serait-ce que... Même si je suis pas sûr qu'ils achètent grand chose, mais même s'ils auraient dû s'acheter leur paire, non, mais ils seraient partis ailleurs si les produits ne valaient pas le coup. N'étaient pas, c'est clair. Je te laisse prendre la suite. Ouais. Tu veux que j'envoie du négatif, comme t'aimes pas la négative. Non, j'envoie du négatif. On parlait un peu de Kyrie, parce que moi c'est un joueur que j'apprécie vraiment de ouf, et même au-delà de lui, pour les Dallas Mavericks en général, on va aussi parler de la blessure d'Aidy dans cette troisième partie de saison, puisqu'elle fait partie de cette troisième partie. Ouais. Je pense que Nico Harrison se demande qui lui a jeté un sort et où il peut aller se cacher. Je crois que c'est lui déjà qui a commencé à se jeter le sort. En tout cas, moi déçu pour lui. En plus, une blessure sur du long terme. On parle de ligaments croisés, etc. Donc, a priori, retour la saison prochaine sans trop de soucis, mais déçu d'autant plus que, pour Dallas, qui leur coupe la fin de saison, ça c'est sûr, mais qu'il avait réussi à trouver une forme de stabilité à Dallas. On sait que ça n'a pas toujours été le cas quand il est passé par Boston. Brooklyn, ça n'a pas non plus fonctionné de ouf. Et en tout cas, même mentalement, on le voyait moins faire d'écart un peu chelou, etc. Beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en détente. On sait que ça l'avait quand même impacté le départ de Luka Doncic aux Lakers, parce qu'il l'avait dit qu'il perdait quelqu'un qu'il appréciait, etc., comme son frère. Donc, dommageable pour lui, c'est sûr. Et pour les Mavs en général. Donc, Moi, juste, je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire, mais juste, ça a été une des images. Il y a eu des grosses blessures ces dernières saisons. Je trouve que ça a été une des images les plus tristes et les plus émouvantes de ces dernières saisons, là, de le voir tirer ses lancers francs avec les larmes aux yeux, machin, etc. Comme tu dis, c'est dommage pour un mec qui retrouvait un peu de pérennité et de stabilité. Et encore une fois, alors. C'est pas ça à 100%, etc. Mais il y a des choses qui du coup découlent de ce qu'a fait Nico Harrison, c'est-à-dire que AD, quand il arrive le premier match, il joue beaucoup trop énervé, il finit par se blesser. Derrière, t'as Kyrie qui est obligé de compenser, etc., de jouer de longues minutes, qui finit par se blesser. Et en fait, des fois, il n'y a pas besoin de chercher très loin sur qui t'a jeté un sort. Il y a des fois des choix qui sont pas des bonnes idées, et du coup, des fois, t'en payes le prix derrière. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi la malchance des blessures, etc. Mais on peut pas tout lui enlever, en tout cas, à ce monsieur Harrison. Pour rester sur les Mavs, mais en... On va pas dire le contraire, en tout cas, sur le départ de Doncic. Oui, sur ce les blessures sont indépendantes de sa volonté, mais sur le reste, c'est autre chose. Clair. Pour rester juste sur les Mavs et du côté positif, la seule petite embellie qu'il y a eu, c'est l'adaptation de Max Christie. Alors, ça sera une faible contrepartie est faible pour compensation, pour mais peut-être que pour la saison prochaine, ça sera intéressant d'avoir un joueur comme ça avec qui ça se passe bien. Dans les joueurs qui sont arrivés dans un nouveau club et avec qui ça se passe correctement, j'avais envie de parler rapidement de Zach LaVine. On a tous dit qu'il s'était fait braquer au moment du trade, etc. Finalement, ça se passe correctement. Et puis, même les Kings, c'est pas si mauvais. Alors, c'est pas super intéressant. Certes, il y a eu un braquage, oui, parce qu'ils ont perdu beaucoup contre peu de contrepartie, entre guillemets. On avait quand même évoqué l'idée que Zach LaVine, ça pourrait marcher. Pour l'interrogation, c'était sur la reformation de duo avec DeRozan. Mais comme tu l'as un peu évoqué,
il y a une bonne arrivée, un bon début de saison, enfin en tout cas avec les Kings, et c'est bien pour lui, c'est sympa de voir que ça peut fonctionner. On sait que c'est pas non plus un mauvais joueur de basket. Non, ça, c'est clair. Il lui manque bien sûr une équipe conséquente autour pour faire réellement quelque chose. Mais du positif pour son arrivée et pour sa fin de saison, en tout cas aux Kings, et à voir après ce que ça donnera, quoi. En vrai, c'est un peu ce à quoi s'attendait, c'est-à-dire que c'est bien pour la saison régulière, ça va accrocher un play-in, mais on n'attend pas plus derrière. Mais au moins, je trouve que c'est un peu plus plaisant que Chicago, quoi. Ouais. Moi, je voulais quand même une nouvelle fois un peu évoquer, parce que il est décrié de manière générale, mais j'aimerais qu'on le mette en avant. Je me casse. Tu peux partir, je fais mon monologue. Tu fais non, blague à part, je voulais qu'on parle Sweet Mamba. Tu veux parler de Sweet Mamba? De Sweet Mamba, comme tu l'appelles. De Jason Tatum. Je trouve qu'on met pas assez en avant sa saison, dans le sens où il a accepté, entre guillemets, le fait de ne pas avoir été MVP. Il a été déchargé quand même du fait d'avoir eu le titre, etc. Et là, franchement, si vous regardez les matchs de Boston, il joue avec beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de qualité de meneur de jeu, comme on peut le retrouver. Et bien sûr, il n'a pas du tout ce niveau de Jokic, de LeBron, etc. là-dessus, mais du mieux. On sait que c'était un peu plus exclusivement, entre guillemets, un scoreur qui avait une capacité d'attaque. Il y a beaucoup plus de playmaking, beaucoup plus de vision de jeu. De ouf. Et du coup, c'est bénéfique à Boston, forcément, mais même pour lui, c'est beaucoup plus sympa de le voir jouer comme ça. Et tu as une montée en puissance, je trouve, de l'effectif de Boston, même si on a vu, quand il y a eu un peu d'avance, qu'il y a eu des ratés qu'ils ont perdu, notamment contre les Cavs, etc. Mais il y a une arrivée pour les playoffs, et on dirait qu'ils tendent à se préparer à être forts au bon moment, quoi. Moi, pour focus sur Jason Tatum, je sais plus dans quel épisode on en avait parlé, si c'était sur le débrief champion ou si c'était quand on avait fait le top 10 des meilleurs joueurs actuels de la ligue, et je crois que c'était dans cet épisode-là, où je te disais Ouais, c'était dans cet épisode. Ce que je reprochais à Tatum, c'est que tu regardais un match des Celtics et tu savais pas qui est le patron. Et ben je trouve que ça y est, en fait, cette étape-là, elle est franchie. Tu vois? Là, même si Brown va faire des trucs, etc., mais en fait, tu sais maintenant, quand tu regardes le match, comme tu dis, de par son implication au playmaking, etc., que c'est lui, en fait, le boss décise, et c'est lui le moteur numéro 1 de cette équipe. Donc je trouve ça très bien. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu sa saison à cause de choses qu'on attendait moins, qui ont été mis en avant, comme le top parcours en saison régulière des Cavs, et même des trucs comme par exemple, tu vois, on a beaucoup parlé des Pistons au cours de la saison, dans les médias généraux qui suivent le basket, parce que c'était inattendu, alors que comme Boston se fait un peu une saison en cruise control, même si des fois on a vu que c'était pas si contrôlé que ça, je pense que c'est pour ça qu'on en parle un petit peu moins. Ouais, c'est vrai que Tatum a été un peu moins mis en avant, comme tu dis, par l'efficacité en gros des autres équipes et la non-domination entre guillemets des Celtics sur la saison régulière, même si on le verra probablement dans les playoffs. Ça, ce sera l'avenir qui nous le dira, mais je pense qu'il y a quand même une montée en puissance de l'effectif et de Tatum. Vas-y, je t'en prie. On gardera la note positive pour la fin. Repasser vite fait sur les deux petits points négatifs, entre guillemets, qui nous restaient. Je pense qu'on va commencer par le plus lourd, que ce soit en termes de poids ou de ressenti. Embiid. De nouveau out pour la saison, on l'a senti arriver, ils nous ont dit on va sûrement devoir refaire une opération au genou, etc. Moi, au-delà de la saison, parce que je m'attendais un peu, de toute façon, on avait parlé assez tôt de tanking pour les Sixers, vu le début de saison qu'ils avaient fait, c'est quoi la suite de la carrière de Embiid?
parce que ça commence à être très compliqué. À mon sens, je pense qu'on sous-estime un petit peu ce qui se passe pour Embiid. Pour moi, il n'y en a pas vraiment. D'autant plus que je le trouve pas intelligent en dehors du terrain. On l'a déjà évoqué sur son intersaison, sur le fait d'aller jouer avec les États-Unis, etc. Pas spécialement de jouer avec les États-Unis, mais de faire une intersaison alors que tu sais que tu es fragile physiquement. Ne va pas en plus te rajouter de l'impact physique, etc. sur des moments de repos où tu peux reposer ton corps et en plus à des moments où tu connais ton corps et les besoins physiques qu'il a, quoi. Donc, c'est ça, et tu sais un peu à quoi t'attendre. Ouais, et il a un contrat, enfin, si ça arrivait à parler de trade, etc., ça on en parlera peut-être parce qu'on aurait besoin de plus de temps. Mais il a un contrat de port, etc., enfin... Très compliqué, à mon avis, ce qui s'annonce pour Embiid pour la suite. Pour Embiid et pour les Sixers, ça semble très difficile de voir un avenir autre qu'avec Embiid. Et franchement, à moins vraiment de passer un intersaison à se soigner, à avoir fait une opération qui fonctionne. Parce que là, il parle d'opération de ouf, de lui prendre un morceau de la hanche pour machin, enfin vraiment non, c'est hardcore. Très compliqué. Il a déjà réussi à revenir à un très haut niveau alors qu'on ne l'attendait presque plus déjà par rapport à ses premières saisons. Ouais. Avec l'avancée, etc., et déjà les saisons qu'il a dans les jambes, je pense que le futur est très négatif pour lui. Ouais. Dernier point négatif avant de repasser sur le positif, la fragilité des Knicks couplée à la blessure récente de Bronson qui risque de pas améliorer les choses. On en avait fait un article aussi que vous pouvez retrouver sur Insta où on avait mis en avant le fait que les Knicks n'arrivent pas à battre les équipes du top classement de manière générale. Et puis en plus de ça, grosse entorse de Bronson. On a tous vu l'image qui est difficile à regarder, où la cheville tourne pour le coup complètement. Et il sera absent au minimum 2 semaines avant d'être réévalué. Je suis pas sûr qu'on le revoie vraiment avant les playoffs. Si, peut-être Ouais. Peut-être à mon avis, il reviendra sur les 2-3 derniers dizaine matchs de jours avant. Voilà, c'est ça. Commencer à reprendre du rythme, mais à mon avis, ils vont bien le reposer. On sait que leur 3e place, elle est quasi assurée en termes de victoire, classement, etc. Au pire, ils descendront la 4e. Ça va pas leur changer énormément de choses. Pas je suis d'accord. Après, effectivement, on parle de fragilité, pour nous en tout cas, là-dessus, c'est que au-delà de blessures, c'est les joueurs, ça semble difficile, quoi. L'effectif, ils ont du mal à avoir une stabilité et être performants sur du long terme, quoi. Ouais, c'est clair. Pour finir en positif, une équipe qui a pas trop de doutes et qui justement a enregistré le retour d'un de ses joueurs clés, c'est OKC qui continue de cartonner, qui vient de battre Denver, couplé cette fois-ci, comme on disait, au retour de Chet Holmgren, qui a réussi son retour. C'est de bon augure pour les playoffs. On a enfin vu jouer lui et Hartenstein, même s'ils sont pas tout le temps en même temps sur le terrain, mais en tout cas, Marc Daigneault a enfin la possibilité de le faire. Ils peuvent jouer ensemble. Moi, je pense que c'est efficace le fait qu'ils alternent. Après, ça va dépendre des oppositions, mais c'est sûr que de toute façon, le retour de Chet Holmgren, c'est que du plus dans un effectif qui n'en a entre guillemets pas besoin. C'est ça, franchement. Mais qu'on aura besoin en playoff. Et OK, ici est à attendre, en tout cas pour la fin de saison, et encore plus avec ce retour-là de blessure, et qui est efficace en plus de cela. On a fait le tour à peu près de ce qui s'est passé sur les 20 matchs qui viennent de s'écouler. On va rentrer dans la toute fin de saison, la dernière course. On retrouvera assez rapidement un épisode sur les frères Morris Awards pour vous donner nos trophées individuels, à qui on les remettrait. Il y a peut-être des joueurs dont on a parlé dans cet épisode. On n'a pas le droit de vote. Mais moi, je me le demande. Mais je pense qu'ils doivent pas avoir le bon numéro ou la bonne adresse. C'est parce qu'il n'y a pas encore assez d'abonnés, pas encore assez de j'aime. Donc,
n'hésitez pas une nouvelle fois. Ça ne dépend que de vous, les gars. Ça ne dépend que de vous. Si vous voulez qu'on vote et qu'on fasse entendre vos voix, nous, on pourra faire les grands électeurs comme aux États-Unis. Vous nous donnez vos votes et on transmet, il n'y a pas de souci. Mais on transfère. Il faut déjà qu'on puisse y accéder. Si vous avez des bons arguments. Parce que. Ouais. Parce que, bon, quand même, on aime bien. Harden MVP. Ok, il a mis 50 points, mais. On va pas voter, ok? On vous voit les. On vous voit. Presque des gens qui font presque 2 mètres, tout ça, on vous voit. On sait de qui on parle là, ok? On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. Comme d'habitude, on compte sur votre soutien. En échange, on continue de vous envoyer du contenu. Et puis, la fin de saison va arriver très vite. Donc, j'espère que Jérém sera prêt pour les playoffs. Toujours clutch. À bientôt. Toujours clutch. Ciao. Ciao.